Bonjour, une vidéo pour expliquer les brassages génétiques lors de la méiose. Donc vous avez vu cette année en terminale que la méiose avec la fécondation participe à la reproduction sexuée et que la reproduction sexuée est une machine à faire du différent ou du nouveau. Et donc la méiose dans cette reproduction sexuée est la division qui va donner naissance à des gamètes, et l'idée clé c'est que lors de cette méiose il y a des brassages, des mélanges qui vont donner en fait naissance à des gamètes aux combinaisons originales d'allèles. Donc vous, ce qu'il faut comprendre, c'est comment en fait la méiose arrive à mélanger, brasser les combinaisons d'allèles de papa ou maman et donner naissance donc à des gamètes où il y a des combinaisons originales d'allèles. Alors la méiose comprend deux brassages, le brassage intrachromosomique et le brassage interchromosomique. Commençons par le brassage intrachromosomique. Rappelez-vous, c'est un brassage qui a lieu en prophasin de méiose. En prophasin de méiose, les chromosomes homologues ont la bonne idée de s'apparier. Ils forment ce qu'on appelle ici un bivalent, deux chromosomes homologues appariés, ou une tétrade de chromatides, puisque on peut voir ici les deux chromatides de chaque chromosome. Et c'est donc ces deux chromosomes homologues qui s'apparient, il y a des points de contact qu'on appelle dichiasma, et c'est pendant cette période donc assez longue de la prophasin que les chromosomes homologues vont pouvoir échanger des fragments de chromatides et donner naissance, c'est ce qu'on va expliquer, à de nouvelles combinaisons d'allèles. Alors pour expliquer dans un exercice de génétique la réalité de ce brassage intrachromosomique, il faut déjà considérer donc deux gènes. Vous n'avez pas le choix, donc ici j'ai pris deux gènes, le gène A à l'état hétérozygote, grand A, petit a, et le gène B, lui aussi à l'état hétérozygote. Donc j'ai pris dans mon exercice un individu double hétérozygote. Ici j'ai représenté donc ma paire de chromosomes homologues, bivalents, qui sont donc en prophasin de méiose. Alors je positionne mes allèles sur les chromosomes sans se tromper. Grand A, donc ça c'est normal, on a les deux chromatides photocopiées l'une de l'autre, donc je veux forcément les mêmes allèles ici. Et à l'état hétérozygote, donc je trouve un allèle petit a. Et un peu plus loin, mais toujours donc sur la même paire, c'est bien le cas de deux gènes liés, j'ai le deuxième gène lui aussi à l'état hétérozygote. Alors ce que l'on peut aussi remarquer, c'est qu'au début, donc là je suis chez un parent, donc qui va réaliser la méiose, et ben les combinaisons alléliques, que j'appelle du coup parentales, sont les suivantes. Grand A est associé avec grand B, et petit a est associé à petit b. On appelle ça les combinaisons alléliques parentales. Alors ici je rajoute ce modèle ici, ce qu'on appelle le crossing over. On avait vu que justement pendant cette période de prophasin, les chromosomes homologues qui s'apparient peuvent échanger. Donc j'ai représenté ici la localisation du crossing over. Et si le crossing over a lieu entre les gènes évidemment que je considère dans mon exercice, je vais pouvoir le voir. Donc ici le crossing over est le lieu d'échange de recombinaison. Alors le résultat de cette recombinaison, on va l'avoir ici. On parle d'un brassage intrachromosomique en prophasin de méiose. Donc voilà ce qui se passe. Ici, je vais mettre les combinaisons, voilà, ce sera plus simple. La chromatide ici n'a pas changé. Ici, j'ai toujours grand A qui va être grand B. Pas de souci. Par contre, cette chromatide ici va être impactée par le crossing over. Si on suit la chromatide ici, je la descends. Je récupère l'allèle grand A, je croise ici sur le modèle de crossing over et viens récupérer l'allèle petit b. Ce qui fait ici que j'ai une chromatide remaniée, recombinée, puisque maintenant l'allèle grand A est combiné, associé à l'allèle petit b. Pareil pour la chromatide interne ici, je prends l'allèle petit a, je croise, je coupe, je croise, je vais chercher l'allèle grand B. Donc je fabrique ici une nouvelle combinaison en fait allélique. Ici, j'ai deux nouvelles chromatides, donc deux nouvelles combinaisons d'allèles. Alors, la dernière ici n'évolue pas, c'est toujours petit a qui est combiné avec petit b. Donc ici j'ai fabriqué ici via le crossing over deux nouvelles combinaisons d'allèles, grand A maintenant combiné à grand B et petit a combiné à grand B. Donc lors de cette méiose va me donner naissance à 4 cellules, deux cellules qui possèdent des combinaisons alléliques type parental, grand A, grand B et petit a, petit b, et deux gamètes qui portent de nouvelles combinaisons alléliques, grand A qui est maintenant combiné avec petit b et petit a qui est combiné avec grand B. Donc on voit bien au travers de cet exercice la réalité, on met en évidence la réalité du brassage intra, et il y a bien une recombinaison, et on donne ce qui donne naissance à des nouvelles combinaisons d'allèles au sein des gamètes produits. Alors ce qui est un peu plus compliqué aussi, c'est considérer que, alors je vais prendre un truc simple. Voilà, si je prends une centaine de méioses qui se déroulent, prenons un cas simple, l'idée c'est que 80% de ces méioses vont se faire sans crossing over. Parce qu'en fait, il est rare que le crossing over
ait lieu pile poil entre les gènes que je considère dans mon exercice. Alors il y a toujours des crossing-over, mais ils ont lieu en dehors des gènes considérés. Donc comme là je considère 2 gènes, je ne pourrai voir l'effet du crossing-over que si le crossing-over a lieu entre les gènes. Et c'est un événement rare. Donc 80% on peut considérer, pour faire simple, des méioses vont se faire sans crossing-over, localisé au niveau entre mes 2 gènes. Du coup, cette méiose sans crossing-over va donner naissance exclusivement à 2 types de gamètes, ce qu'on appelle les gamètes parentales, grand A combiné avec grand B, et petit a va être combiné avec petit b. Donc 2 types de gamètes produits par la méiose sans crossing-over, ce qu'on appelle les gamètes de type parental. Par contre, dans 20% des cas quand même, j'ai la chance, le crossing-over va tomber entre les gènes que je considère dans mon exercice. Du coup, ça c'est le cas précédent, dans cette méiose avec crossing-over, elle va me donner 4 types de gamètes, et dans ces 4 types de gamètes, vous avez 2 types de gamètes de type parental. On va retrouver évidemment les gamètes grand A, grand B, ici petit a, petit b, mais vous allez obtenir 2 gamètes nouvelles de type recombiné. Rappelez-vous, grand A va être combiné maintenant avec petit b, et petit a avec grand B. Donc vous allez avoir 4 types de gamètes, 2 types parental et 2 types recombinés. Donc si on résume, à chaque fois que vous allez avoir un brassage intrachromosomique qui va s'installer dans un ensemble de méioses, le résultat de l'ensemble de ces méioses sera toujours ce qu'on appelle un résultat non équiprobable. Vous aurez toujours forcément plus de gamètes de type parental, puisqu'elles apparaissent dans 80% des cas ici et dans 20% des cas. Et vous aurez forcément moins de gamètes de type recombiné, puisqu'elles n'interviennent que dans 20% des cas lorsqu'on a le crossing over. Donc forcément, un brassage intrachromosomique lors d'une méiose va se traduire par une non-équiprobabilité des gamètes. Sur 100 méioses, vous aurez forcément des gamètes plus fréquentes, les gamètes de type parental, que les gamètes recombinées. Voilà, retenez bien cette idée. On passe au deuxième brassage qui a lieu toujours lors de la méiose, le brassage interchromosomique, qui lui s'opère en anaphase 1 de méiose. Rappelez-vous, pendant cette étape clé, vous avez une séparation aléatoire des chromosomes homologues, constituant encore chacun de 2 chromatides. Mais ces chromosomes homologues vont se séparer, et chez nous, on aurait un lot ici de 23 chromosomes à 2 chromatides, et un deuxième lot de 23 chromosomes à 2 chromatides, si on est dans une cellule humaine. Alors nous, pareil, si vous voulez illustrer dans un exercice la réalité de ce brassage inter, il vous faut considérer toujours 2 gènes à l'état hétérozygote, mais cette fois-ci, il faut dans votre exercice considérer 2 gènes indépendants, c'est-à-dire portés par 2 paires de chromosomes. Ici, j'ai choisi sur cette paire noir-grand de considérer le gène A à l'état hétérozygote, grand A, petit a, et une deuxième paire plus petite rouge qui porte le deuxième gène de mon exercice, grand B, petit b, donc à l'état hétérozygote. Donc je suis obligé de considérer une cellule à 2n égale 4. Et je vais réaliser donc la méiose. Mais l'idée, c'est qu'il y a une première solution. Il y a une première façon de séparer en anaphase 1 ces chromosomes homologues qui est dessinée ici. Donc de manière aléatoire, les chromosomes homologues évidemment se sont séparés, dans les 2 cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, de façon aléatoire, le chromosome qui porte l'allèle grand A est parti avec le chromosome qui porte l'allèle grand B, et le chromosome qui porte l'allèle petit a avec l'allèle petit b. Mais vous comprenez bien qu'il y avait une autre solution qui a autant de chances d'arriver, c'est pour ça que j'ai traduit ça par 50-50, c'est de façon aléatoire, il n'y a pas plus de raisons que l'une sorte que l'autre. On peut très bien imaginer que mes chromosomes homologues se séparent, mais de façon aléatoire. Cette fois-ci, vous voyez la différence, le chromosome qui porte l'allèle grand A n'est pas parti comme tout à l'heure avec le chromosome qui porte l'allèle grand B, mais avec le chromosome qui porte l'allèle petit b. Et du coup, le chromosome qui porte l'allèle petit a, lui, est parti avec le chromosome qui porte l'allèle grand B. On termine la méiose, on réalise l'anaphase 2, on sépare les chromatides, et on obtient donc pour chaque méiose. Pour la première solution, on obtiendrait 2 types de gamètes, 2 types de combinaisons, grand A combiné avec grand B et petit a combiné avec petit b. Mais comme il y a sur 100 méioses 50-50, ça fait que je peux avoir ces 2 autres types de gamètes. Cette fois-ci, grand A se trouve combiné avec l'allèle petit b et petit a se voit combiné avec l'allèle grand B. Donc on a bien au total sur 100 méioses, on a 2 catégories possibles, ce qui nous fait au total 4 types de gamètes, mais qui ont autant de probabilités d'apparaître les unes que les autres. Il n'y a pas de raison qui peut expliquer que ce gamète-là va apparaître plus souvent. Donc on a à la fin de cette méiose ce qu'on appelle une équiprobabilité. On est de l'ordre de 4 fois 25%. Cette équiprobabilité témoigne justement de ce caractère aléatoire du brassage interchromosomique, qui repose sur la séparation aléatoire des chromosomes. Alors là, on a pris 2 paires, c'est pour ça qu'il n'y a que 4 solutions, mais si on augmente le nombre de paires, les combinaisons augmentent encore et donnent un poids plus intéressant à ce brassage interchromosomique.
Alors ce qui est plus compliqué encore, vous, c'est de mettre en évidence la réalité de ces brassages, parce que ce que j'ai expliqué jusqu'à présent, c'était de la théorie, donc on peut mettre en évidence ces brassages au travers de l'étude de croisement. Souvent on prend des mouches, par exemple, des organismes diploïdes que sont les mouches, et on réalise un premier croisement que j'appelle P1, P2, parent 1, parent 2. On choisit volontairement des mouches qui sont homozygotes pour les gènes considérés, donc là il y a deux gènes, le gène qui contrôle la taille des ailes, avec l'allèle VG+, pour des ailes longues, et l'allèle petit VG pour des ailes vestigiales, et le gène qui contrôle la couleur du corps, ici, couleur claire, l'allèle EB+, et le corps ébène noir, allèle petit EB. Ici, j'ai écrit le génotype de P1, qui est donc homozygote pour les deux gènes, VG+, point d'interrogation, parce que je sais pas encore si les gènes sont liés ou indépendants, EB+, EB+. Et ici, j'ai pareil, un homozygote, souche pure, petit VG, petit EB, EB. Et on réalise ce croisement, on obtient 100% de mouches F1 qui ont toutes les ailes longues, le corps clair. Par contre, si j'écris leur génotype, et évidemment ces mouches sont hétérozygotes, double hétérozygotes, elles sont VG+, sur petit VG, et EB+, sur EB. Et l'idée, c'est que, à partir de ces mouches double hétérozygotes, dites F1, je vais pouvoir réaliser ce qu'on appelle un test cross. Et donc, ce qui est intéressant lors de ce test cross, c'est de prendre cette mouche double hétérozygote, que l'on sait être justement double hétérozygote, et la croiser volontairement avec une mouche double homozygote. Voilà son génotype. Cette mouche double homozygote va donner un type de gamète, petit VG et petit EB. Alors là, je l'ai considéré sur un seul gène, sur un seul chromosome, pardon, parce que là, je viens de voir évidemment que le résultat de ce test cross donne des 4 phénotypes. Donc ça veut dire en fait que cette mouche-là, puisque c'est un test cross, a fabriqué 4 types de gamètes, qui traduisent ces 4 types de phénotypes, et je vois très rapidement que ces 4 types de phénotypes ne sont pas équiprobables. Il y a 2 phénotypes plus fréquents que les 2 autres. Donc je sais déjà, si j'ai compris les explications précédentes, que je suis ici dans le cas d'un brassage intrachromosomique et que les gènes sont liés. C'est pour ça que je vais les considérer liés. Donc si je reprends ici, cette mouche était double hétérozygote, VG+, petit VG, EB+, EB, et comme il y a 4 phénotypes, et ben ça signifie qu'elle a fabriqué 4 types de gamètes qui sont écrits ici, et ces 4 types de gamètes en fait s'expliquent par le brassage intrachromosomique. Ce gamète-là va rencontrer ce gamète-là, ce qui va me donner cette mouche avec ce génotype. Ce gamète-là va rencontrer ce gamète-là, ce qui va me donner cette mouche avec ce génotype, ainsi de suite. Et on voit bien ici qu'il y a 2 types de gamètes qui sont très fréquentes ici, puisqu'elles ont donné ces 2 phénotypes avec des quantités importantes, et on a 2 types de gamètes ici qui sont moins fréquentes. Et donc si on a retenu les explications précédentes, le seul brassage qui peut donner cette non-équiprobabilité des gamètes, c'est le brassage intrachromosomique. Donc là je sais, au vu des résultats d'un test cross, que cette non-équiprobabilité des phénotypes traduit en fait les 4 types de gamètes produits par la mouche F1 et 4 types de gamètes non équiprobables. Cela traduit un brassage intrachromosomique. Donc je sais que le brassage qui a donné cette diversité de gamètes est le brassage intra, et en plus je sais que forcément les gènes sont liés. Alors un autre type de croisement apparaît, c'est le même, mais cette fois-ci j'ai fait toujours pareil, ma mouche F1 avec un double homozygote récessif. Si je regarde les résultats de ce test cross, je vois aux erreurs de comptage près une équiprobabilité des phénotypes, j'ai 4 types de phénotypes. J'en déduis que cette mouche F1 a réalisé 4 types de gamètes, qui combinés à l'unique gamète apporté par mon double homozygote récessif, me donneront ces 4 phénotypes. Et comme les 4 phénotypes sont équiprobables, ça signifie que sa méiose à elle s'est faite de manière équiprobable, et donc je peux trancher, je sais que le brassage est le brassage interchromosomique, le seul à donner une équiprobabilité des gamètes, et donc je sais que les gènes sont forcément indépendants. Donc je peux comme ça raisonner. Voilà le principe du brassage et comment on peut les mettre en évidence au travers de croisements.